Je me demande ce qu'ils vont faire dans ce pays où il n'y a que des pins et du sable. Jouer avec le courant, avec le vent. Son père a une pinasse jaune. Moi, mon rêve, c'était de faire l'ostréiculture. On va à la pêche, à la crevette, petite sèche, les casseroles. On respecte la mer. Arcachon, Cap Ferré. Moi, j'aime beaucoup ces endroits. beaucoup, beaucoup. Les Lucines, chasseurs de vagues de père en fils. Un podcast réalisé par Pierre Bouchillou. Éric Ducine, marin-pêcheur, 63 ans et demi, originaire du Cap Ferret. C'est mon grand-père que je n'ai pas connu. Il est arrivé dans les années 40, Paul Lucine. Ouais. Ils sont venus s'installer dans les cabanes au Roux-Ferret. Ils ont commencé par les huîtres. Hop, le vin norrois. Il n'y a pas une conne de cale, hein. Je vais mettre le bac. Là. Et cette cabane, je pense qu'elle a été faite après la guerre, quoi. Voilà, 70 ans ou 80 ans, cette cabane. J'étais pas né quand ils ont construit ça. Mon père avait mon oncle. Moi, je suis né en 60, là, j'étais petit, elle était déjà là. C'est une des plus vieilles. La cabane est brute de pomme. Là, on va lui donner un petit coup de peinture propre, là, je pense, mi-juin, là, pour lui redonner une vie. La charpente est bonne. Bon, il y a des endroits qui sont un peu fatigués, quand même. Mais bon, c'est normal, hein. Elle est vieille. Hein. Elle a tout vu, cette cabane. Elle a même vu l'eau monter, là. Quel âge j'avais? Je devais avoir 7-8 ans. Ici, là où il y a le plancher, il y avait un trou, là, comme une bassine, et un rail. On avait une passerelle, là, au niveau des piquets, là, qui venaient jusqu'ici. Et avec le wagon, on déchargeait les huîtres sur le ponton, et on mettait sur le wagon, on les amenait là. Là, on rentre dans la cabane. Bon, là, c'était là où il y avait le taoulei. Le taoulei, c'est comme une table où on versait les mannes d'huîtres et on triait les huîtres. Les cognes en patois. Mon père triait, là, tout ça. Quand on avait fini de tout trier, parce qu'on travaillait tout au sol, on allait remettre la marée d'après, par catégorie. On avait les parcs juste devant. Et mon père, après, il a commencé la pêche dans les années 50. Il est né en 1923, mon père, Jean. Nano aussi, Nano et Vandrin. Nano, je ne sais pas qui c'est qui lui a donné ce surnom. Vandrin, enfin, tous ses copains, quoi. Ses copains de pêche d'Arcachon, de la région, quoi. Oh, parce qu'il était malin, il voulait être toujours le premier, il essayait de faire le devant à tout le monde. Il partait toujours de bonne heure, il voulait être toujours devant. Et voilà, c'est pour ça qu'il voulait être mandrin, le malin, toujours l'instinct d'aller ou d'un côté ou de l'autre. Un tenace, il pensait qu'aller à la pêche, travailler, à la chasse aussi, il aimait bien. Alors, au Ferré, il était connu. Hein. Il grognait, il faisait peur un peu aux gens, mais ça allait. Gentil quand même, ouais. Ils ont commencé par les huîtres, après ils se sont mis à la pêche, doucement, avec la traîne de côte. Ils pêchaient à la rame, avec des pinassottes. Elle s'appelait Anne-Marie, une grosse, c'était une pinasse à 8 rameurs. Ils portaient la pinasse au niveau de Shortance, ils traversaient la dune, ils remorquaient la pinasse. Mon père, il marchait sur la plage, il le suivait derrière. Et hop, quand il voyait un banc de poissons, de maigre ou de bar, il faisait signe avec le béret. Il partait à un moment jusqu'à la canoë en courant, par la plage. Dans les années 52 ou 3, je crois, ils avaient fait un coup de 20 tonnes de maigre. C'était le bordel, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Il a fallu qu'ils aillent jusqu'au phare de Dourtin, prévenir des chalutiers qui viennent rejoindre la pinasse de côte au bord pour pouvoir charger le poisson. Parce qu'il y en avait trop pour pouvoir le porter. Là, c'était du travail. Et mon père, les vacances, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Dès l'âge de 5 ans, j'allais au banc d'Arguin. On partait d'ici, là, à la rame, à la pinassotte, on partait au descendant, on partait à Arguin. On pêchait les mules à la rame et on revenait avec le montant. Et entre-temps, je me ramassais 2 ou 3 paniers de plates, des gravettes, là, et un panier de palourdes. Là, il y avait des tonnes. La nuit, on allait à la pêche aussi. Tout le temps, s'il y avait une marée de nuit, alors, on partait au Pilat la nuit, pêcher au Blocos, à Petit-Nice, à la Dorade, au bar, à Arguin, à la Pointe. Après, chez Hortense, on allait pêcher les doradines et les petites dorades royales. On ne dormait pas beaucoup. Hein. Quand il faisait beau, on s'ennuyait pas entre la chasse et la pêche. Après, on était obligé d'arrêter les huîtres parce qu'on n'y arrivait pas, quoi. Et après, on a pris des vedettes rapides. Et au lieu de pêcher à la rame, on fermait les bancs au moteur. On cherchait toujours le poisson à vue, en aigreille, qu'on appelle, en boule. Et là, c'est dans les vagues, quoi, en plein dedans. Parce qu'avec les pinassottes, on évitait quand même. Au-delà de 1,50 m, si on prenait une vague, on faisait le plein, on coulait, quoi. On se demande comment on n'a jamais coulé avec les pinassottes. Entre la charge de poissons qu'on prenait et tout. On avait le côtier qui s'appelait le premier bateau, là. Et à l'océan, il me mettait derrière, là, comme il y avait un bateau avec un franc-bord, le côtier. J'étais tout petit, là, et là, on pêchait beaucoup à la ligne avant. Et il m'aidait un peu, mais bon, il y a des moments, je devais en pêcher 100 kilos, tout ça, là, derrière.
Il m'a mis sur mon coin, une cuillère juste, allez hop, et là, plam, plam. On se levait, si on voyait le vent d'est, on allait voir la mer à l'horizon. Et quand c'était bon, hop, on partait. On ne savait pas s'il allait avoir 3 mètres, 2 jours après. Bon, on sentait des oiseaux, quelquefois le mouvement, le changement de vent, des nuages. On se doutait un peu, on était habitués. En même temps, on ne fait plus trop attention à ça. On allait pêcher la nuit dans les passes. On n'avait même pas de GPS, rien. Au coup d'œil. On repérait les formes des vagues la journée. Dans une heure totale, on y allait. Bon, pas trop gros, pas plus d'1 mètre, 1,20 m. Et là, on fermait les endroits comme la journée. Et là, on a fait des beaux pets de la nuit. Où on cherche au feu, à la hogue qu'on appelle. On cherche et puis le poisson, quand il part, on le voit, ça fait du feu, le phosphore dans l'eau. En bas de Petit Nice, on a vu des bandes de dorades énormes de nuit. On voyait le feu à 300-400 mètres. On aurait dit qu'on avait branché des lampadaires de terrain de foot au fond, tellement qu'il y en avait épais. Ça fait des boules de feu, comme des petites explosions au fond. Le plus, il y avait l'eau claire et escurade, nuit noire. Là, il faut que ce soit noir complet. Oh, des souvenirs de pêche, il y en a des centaines, mais on s'est mis au plus à mesure. On apprenait, nous on avait nos idées aussi parce qu'on était plus jeunes. Mon père il grognait aussi. Il y a quoi de drôle, fais comme ça. Chacun faisait comme on pouvait quoi. Principalement c'est moi qui barrais quand il y avait un peu de mer. J'étais plus habitué aux vagues que mes frères. J'aimais bien jouer avec les vagues. Enfin jouer jusqu'à la... parce que ça a souvent été chaud. Ouais. On a pris des grosses châtaignes, comme on dit. On est passé souvent sous l'eau. Surtout les orages. On s'est fait corriger pas mal par les orages. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de stopper le bateau, là, les grêlons, tout le monde dans la cabine. Comme des balles de... Comme si vous tirez à la Kalachnikov dans l'eau. Des impacts qu'il y avait. Là, obligé de... Tout le monde dans la cabine, c'est là, tu te fais arracher un œil. Ah ouais, les orages, ouais, c'est bien fait secouer. Mon père, une fois, il est parti à l'eau, mais avec le plus bas. Il s'est fait débarquer, on a fait une grosse vague. C'est moi qui étais à la barre, je l'ai prévenu, sortez-vous de devant, ça va. On levait le fil à la main. Il m'a dit non, c'est bon, ça va passer. J'ai dit non, mais cachez-vous. Il ne s'est pas caché. Ils ont été éjectés. Un miracle, le bateau a tenu mon père, il était coincé sous le filet, il s'est noyé. On l'a récupéré, il était mort. On l'a monté à bord, il était raide, tout violet, les yeux révulsés. Puis il ne s'est jamais baigné, mon père. L'eau, c'est au mois d'avril, il faisait 12 ou 13. Alors, le mettre à bord, il est revenu un peu à lui. Un miracle. Il y a un hélicoptère qui est venu le chercher. Et il est resté 2 semaines à l'hôpital de Bayonne. Les poumons pleins d'eau. Alors comme il ne fumait pas, il avait les poumons sains, ça l'est sorti. Après il est revenu, puis voilà. Un peu plus méfiant, il écoutait un peu plus quand même. Parce que on a l'habitude, bon, j'ai toujours barré, et puis avec le surf, on est toujours obligé de bien se placer, là où les vagues vont péter. Alors, à force, on lit bien les vagues. Malgré que ça, on se fait avoir. La mer, c'est toujours la plus forte, de toute manière. Là, c'est... Il n'y a pas de surhomme. Une fois, c'était pas un orage, on est rentré du nord, il y avait un gros incendie à la Cano. Le vent était à l'est, la fumée nous cachait l'orage, on s'en revenait tranquille. S'il n'y a pas eu la fumée, de loin, quand on va monter noir comme ça, loin, on se méfie. Là, on ne se méfie pas, on est tranquille. Ah, là, on s'est fait démonter, on a failli partir cap à terre. 70-80 nœuds. On est rentré de nuit, on n'avait pas de portable, avec l'orage, tout avait été foudroyé, le bateau plein d'eau, personne ne savait où on était. On est rentré de nuit à la place, il y avait 3-4 mètres, de nuit dans le blanc, on est passé. Tout le monde est catané, il y avait les pompiers au port, les gendarmes. Voilà, c'était impressionnant. Là, on s'est fait secouer là, comme il faut. On est passé. Oh, mais les orages, on le sait. C'est tout ou rien, comme disait mon père. Ah oui, ça c'est sûr. Là, c'était tout. On est passé de 0 à 80 nœuds. L'eau, elle fumait par devant l'orage. Un mur. Vous avez des souvenirs, parce que c'est 35 ans. Et après, c'est moi qui ai pris la suite. Bon, c'est venu naturellement. Tous, Jean-Paul, Christian, Jean-René, moi. Il n'y a que Patrice qui... Il n'a pas accroché, il a commencé à faire mécanicien. Puis après, mon père lui a dit, tu devrais vendre du poisson, essayer de vendre du poisson. Il a commencé comme ça, Patrice avait une petite fourgonnette à faire des tournées. Il a loué un magasin à la Forestière, il a fait un petit banc, après il s'est agrandi, puis voilà, c'est parti comme ça. Il a bossé aussi. Ouf. Voilà le frère aîné, voilà Jean-Paul. Ou c'est un rougnou celui, attention. Il était jeune, il fallait pas trop le taquiner trop. Moi, j'ai commencé à l'âge avec mon père, 8-10 ans. On a commencé à la pêche.
Je n'avais pas tout à fait le même parcours que mes frères parce que j'ai commencé un petit peu, jeune, à 13 et 14 ans, j'ai commencé par l'ostréiculture avec un oncle. Vers l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, là j'ai arrêté l'ostréiculture et je suis allé faire la pêche avec mon père et mon oncle. Parce qu'il ne faut pas oublier mon oncle Pierrot, Lucine. Et puis ça a été ma vie professionnelle jusqu'à l'âge de 53 ans. C'était automatique, on habitait, vous voyez, on habitait en face là. Il y a la première maison qu'il y a, on est nés tous là. Les 5, on était là-dedans. On était tout en pile, 70 mètres carrés, même pas, des lits superposés. On était 5 garçons là, avec le père et la mère. On n'était pas loin de la cabane au moins, pour aller voir le père rentrer. Donc mon père travaillait là, lui aussi il a commencé tout jeune. Il a commencé comme moi à 8-10 ans, il a commencé à la pêche avec son père. Et puis il a suivi quoi. L'école, il ne connaissait pas l'école. Lui, c'était que la pêche et la chasse. Voilà, il y aurait une encyclopédie à dire. Il y en aurait. Vous dites, c'est pharaonique, on a vu c'est monstrueux ce qu'on a vu. Pour la personne qui ne connaît pas, c'est sûr que c'est miraculeux. Mais bon, on a fait des coups de 2, 3, 4 tonnes avec les bateaux qu'on avait quoi. Parce que maintenant, c'est la rigolade de la pêche. On lève tout avec une machine et il y avait des pauvres blocs. On a vu des milliers de tonnes de barres au large là au mois d'octobre qui faisaient leur migration de retour pour aller dans les grandes profondes, les grandes fosses au large de l'Espagne et du Maroc. Là, On allait au mule avec les jeeps dans les baïnes. Avant, on avait des autorisations. Pêcher les mules au craste qu'on appelle. Puis là, on a des traisons. Ça, c'est des petits filets qu'on faisait. Et puis on l'avait comme ça dans les vagues. C'était l'époque où on n'avait pas les moyens que l'on a maintenant. Ah, c'était le folklore. Hein. C'est des bons souvenirs. Bon, mais là, on arrive là, à moitié cabane. On a une machine à glace. Comme ça, quand on rentre dans la pêche, on filme le poisson, on glace. Et par bout, là, il y a le frigo. La machine à glace, elle a 30 ans. Avant, il n'y avait pas de machine à glace. On achetait, il y avait un gars, monsieur Gas, il avait une boutique et il fabriquait des pains de glace. Alors quand on arrivait dans la pêche, on avait fait un gros coup, allez hop, on commandait 20 ou 30 pains, on les broyait, on glaçait, on stockait là dans le frigo. Et après, les jours de criée, on partait amener le poisson. Et là, c'est Paul qui reprend la suite. Puis il est venu un peu avec moi, il s'est rodé, puis maintenant, il se débrouille. Il se débrouille bien. Ça va faire bien 10-12 ans que je travaille à bord et qu'après, mon père est parti à la retraite et que j'ai repris la suite. Ah bah ça c'est à cause de mon père, hein. Je pêche depuis tout petit, que ce soit avec une barque à la rame ou avec un tout petit filet. Depuis que j'ai, je sais pas moi, 7-8 ans. Et après, mon père qui allait partir à la retraite, ça m'a donné envie de reprendre le bateau, de pouvoir continuer un petit peu à pêcher, continuer à apprendre, refaire ce qu'il m'a transmis, le surf, la pêche, un peu de chasse. C'est sûr que c'est un bon atout, quoi. Bien savoir lire les vagues, pas se la prendre, savoir quand c'est qu'elle va briser, quand est-ce que je peux passer, si la série arrive, voilà. Il aime ça, les vagues. Puis là, quand on fait la côte, on cherche le poisson à vue, puis on voit les vagues. Pour le surf, c'est beau. Il y a 2 ou 3 jours, là, j'étais surfé une session, il y avait 2 mètres, il y avait Paul à l'eau et ses copains, hein, tous. Hein. C'est dur, la reprise, c'est pas comme on a 20 ans. 64 bientôt. Enfin, j'ai pris quelques vagues, hein, mais bon. J'ai commencé dans les années 78-80, à fond le surf, vous savez. On n'était pas beaucoup à l'eau. J'avais un copain avec qui on surfait sur les bancs du large, tous les deux là, 3-4 mètres, toute la matinée, toute la journée. On ne pouvait pas pêcher, rien. Mon père rigolait, ça. Tiens, ton compte de surf, tu vas te noyer. C'est des passions, hein. Mais Paul a pris le goût aussi du surf. Il aime les grosses vagues et les gros tubes. Ouais, il surfe bien. Cette technique de pêche, c'est un peu de la chasse, chercher le poisson avec les oiseaux, au fond de l'eau, à vue quand on passe loin de la côte, quand l'eau est claire. C'est de la chasse, quoi. C'est jamais pareil. Il vient de rentrer dans la pêche, là. Ce matin, il a dû partir à 5h30. Parce qu'après, il y a le vent qui se lève, le vent nord-ouest l'après-midi. C'est sûr que c'est pas évident. Et là, on en ramène là, ici, pour vendre en direct un petit peu là, à la cabane. C'est tout récent, là, ça fait 2-3 ans. C'est Paul qui nous a mis au mailles. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Et c'était pour valoriser un petit peu le poisson, proposer un peu le produit de notre pêche directement, quoi, sans passer par la criée, se servir un peu du chai, une petite vente, une petite attraction dans le quartier, quoi. Et là, on est devant le poisson, sur le banc. Il y a 3 gros bars, des petits, mais jamais pas beaucoup, là, comme il n'y a pas grand monde, je les laisse au frigo, et des gros sards. C'est ça qui est en hiver, il n'y a pas gras. Paul, c'est le dernier.
Après, je sais pas. Ah, parce qu'il a des enfants après, je sais pas. Il n'en a pas pour l'instant. Non, il n'y a que Nicolas Lucine, le fils à Christian, qui pêche avec Paul. Là, il est dans 5 ans, il a la retraite, 5-6 ans, je crois. Et après, je sais pas. Ils sont tous les trois à bord, Olivier, Nicolas et Paul. Et moi, la roue de secours, de temps en temps, quand il y a un matelot qui a, mettons, un mariage ou s'il veut prendre un jour ou deux, je remplace. Ça me tarde de repartir un peu. Là. Quand j'y vais, je donne mon avis encore quand même. Mais il n'aime pas trop ça que je lui donne. Il a des bonnes idées aussi. Hein. Même nous, on apprend toujours à la mer. Avec notre style de pêche, on en manque beaucoup du poisson. Quand on pêche à vue avec l'eau claire, je pense que si on ferme un banc d'une tonne, on va attraper 300-400 kilos, pas plus. C'est pas nous qui avons fait disparaître les poissons. Hein. Parce que maintenant, avec toutes les normes, tous les interdits qu'il y a, c'est compliqué. On vous met plus de bâtons dans les roues qu'on vous encourage, hein. Les petits bateaux. Ça doit être l'inverse, mais bon, non, ils n'ont pas encore compris que c'est les gros qu'on devrait un peu calmer, favoriser les pêches artisanales, comme ça, des petites pêches. Nous, en principe, le bateau, on l'arrête tous les ans, quasiment tout le mois de janvier, pour refaire un peu les moteurs, changer le matériel. Nous, quand il fait mauvais temps l'hiver, on est à la maison. Le poisson, il peut pondre tranquille. Il faut faire des arrêts biologiques. Au moment de la ponte du poisson, des petites périodes, mais tous les gros bateaux, à quai. Ah, mais ça fait 40 ans qu'on le dit, mais bon, personne n'écoute rien. Ah, c'est sûr que bon, ça va handicaper du monde, les poissonniers, les pêcheurs. Ça, c'est un problème assez compliqué à gérer. Si on n'arrête pas tout, on n'y arrivera jamais. Parce que je ne fais pas toujours des copains quand on dit ça. Et puis devant, le terrain de boule, voilà. Et les boulistes, depuis ce matin, ici, là, on avait l'école derrière. On était à portée de tout, puis il n'y avait personne quoi, à l'époque. Il n'y avait que les horticulteurs, 2-3 pêcheurs, puis voilà quoi. Puis on pouvait partir à la chasse n'importe où. Il y avait, les 44, il n'y avait rien de construit. La Bécassière, il n'y avait rien. C'était que des forêts d'arbousiers. Quoi. À 2 heures, on partait faire le cul le vert à Grive, à Bécasse. Là, tout ça, c'est fini maintenant. Et là, la case, j'ai passé la carène ce matin. J'ai appelé Mandray. De suite, ça m'est venu. Et ouais, Mandray. Comme ça, on l'oublie pas. Ce podcast vous a été présenté par l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferré et l'association Vue du Cap. Musique de Marc Petit, avec la participation d'Éric, Jean-Paul et Paul Lucine.